Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants qui sont connectés donc pour ce webinaire organisé donc par l'AFGES, intitulé Naviguer dans la complexité, les défis d'intégration des données ESG pour les institutions financières. Donc bonjour à tous. Je vois qu'il y a effectivement, vous êtes à peu près une soixantaine de participants. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que la personne qui va animer ce webinaire, Evelyne, se présente en quelques mots. Je me présenterai également en quelques mots. Donc, mon rôle, ça va être d'animer la formation, de pouvoir mettre en exergue les questions que vous allez poser dans le chat. Donc, en bas à droite, vous avez un petit onglet intitulé chat. Donc, n'hésitez pas donc à poser toutes les questions via le chat. Moi, je relayerai ces questions-là à Evelyne au moment opportun, en fait, en fonction des thèmes qu'elle a prévu de traiter dans la présentation. Donc, on est ensemble de 17h45 donc à 19h. L'idée, c'est qu'on arrête la présentation aux alentours de 18h45 pour laisser 15 minutes de questions. Ces 15 minutes nous permettront de revenir sur des points que vous jugez importants ou sur des doutes que vous souhaitez lever. Donc, n'hésitez pas de profiter de ces 15 dernières minutes pour poser toutes les questions que vous avez. Mais bien entendu, vous pouvez, comme je l'ai dit, poser les questions via le chat tout au long de la présentation d'Evelyne. Et moi, mon rôle, ce sera tout simplement de prendre le relais et de poser ces questions à Evelyne en fonction du thème de la question et du moment dans la présentation où Evelyne abordera ces différents points. Voilà, Evelyne, je te laisse la parole pour te présenter en quelques mots, puis je me présenterai également juste après en quelques mots. Merci beaucoup et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci à tous. Merci Yannick. Donc moi je suis Evelyne Nietué. Donc au sein de l'AFGES, je suis en charge du pôle prudentiel ESG pour les banques et les entreprises d'investissement. Ça veut dire qu'au-delà de mon rôle de formatrice, je suis aussi en charge de l'animation de la communauté de formateurs qui sont sur ces thèmes-là. Et je suis aussi en charge de la veille réglementaire, de la conception des programmes, et notamment les certificats. Et donc, on a mis en place un parcours très complet sur l'ESG justement pour soutenir les banques dans cette ambition importante de déployer le dispositif ESG. Et j'ai aussi un rôle d'écrivain aussi sur ces sujets-là et on publie régulièrement des actualités réglementaires sur ces thèmes-là. Merci beaucoup, Evelyne. Vous parler de ces sujets. Merci beaucoup, Evelyne. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité. Je dirais, on ne parle que de ça depuis plusieurs mois, de cette problématique des données ESG. Et donc, l'idée, c'est de vous donner un panorama des enjeux autour de ces questions-là. Donc, je me présente également en quelques mots. Donc, je m'appelle Yannick Lucotte. Donc, je suis formateur à l'AFGES. Je suis également maître de conférence donc à l'Université d'Orléans. Et j'interviens beaucoup à l'AFGES sur les formations type risque climatique, risque ESG. Et je dirige une chaire de recherche avec le Crédit École Centre-Loire et mon laboratoire de recherche, donc le laboratoire d'économie d'Orléans. Donc, je suis amené à travailler, je dirais, au jour le jour sur ces questions-là. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de pouvoir vous éclairer sur ces différents points. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Avant de commencer la formation, je voulais préciser que, bien entendu, la formation, le webinaire est enregistré. Vous recevrez en fin de webinaire un email avec donc le lien pour pouvoir retrouver l'enregistrement. Et l'enregistrement sera également disponible sur le site de l'AFGES dans la partie actualité. Donc n'hésitez pas à retourner sur le site de l'AFGES pour voir un petit peu à la fois les formations qu'on propose sur ce sujet-là, mais également retrouver effectivement ce webinaire et l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, je te laisse la parole et merci à tous pour votre présence.
Oui, donc effectivement, on va parler aujourd'hui ce sujet-là des données ESG, pourquoi on a besoin des données ESG, quelles sont les différentes approches qu'on peut mettre en place pour pouvoir récupérer les données, sachant qu'il n'y a pas de solution parfaite, hein, chaque approche a ses limites, et il faut qu'on ait en tête que tout ceci s'inscrit dans le cadre du PCBS 239, c'est-à-dire que on a cette réglementation qui nous demande en fait de sécuriser le dispositif de qualité des données au sein de la banque. C'est valable pour les données financières, mais ce dispositif est étendu aux données ESG qui sont plus complexes à manipuler. Donc, il sera très important qu'on garde en tête cette feuille de route dans le dispositif qu'on va mettre en place. Donc, peut-être pour effectivement commencer. Alors, pourquoi on a besoin des données ESG? Parce que effectivement, c'est un sujet crucial. Il faut qu'on ait déjà un bon constat du besoin. Le besoin est très important parce que déjà on a beaucoup d'exigences de publication. Il faut voir que aujourd'hui on a plusieurs tests réglementaires hein, qui sont autour de l'ESG et qui sont applicables aux banques actuellement et aux entreprises d'investissement et même aux compagnies d'assurance. Et il y a un tronc commun dans tous ces tests, c'est l'exigence de publication, parce que la stratégie générale en fait des régulateurs et superviseurs, c'est de pousser à la transparence et à la communication sur ce qu'on fait en matière de ESG. Donc, je parle par exemple des tests sur la taxonomie environnementale, sur la CSRD qui rentre en vigueur l'année prochaine progressivement, sur la loi énergie-climat, l'article 29 de la loi énergie-climat. Il y a aussi tous les tests sur les SFDR pour ceux qui sont soumis à la SFDR. Et on peut lister comme ça une panoplie très importante de tests réglementaires qui imposent des exigences de publication indépendamment en fait du besoin et notre capacité à faire. Il faut avoir en tête que notamment, il y a des seuils à respecter, mais ces exigences-là sont tout à fait importantes. Le deuxième aspect, c'est que les banques sont engagées elles-mêmes à publier. Par exemple, celles qui vont participer au Net Zero Banking Alliance ont des exigences de publication. Celles qui vont avoir à publier le TCFD, Task Force for Climate Disclosure, Financial Disclosure, vont avoir à publier. Donc, il y a toute la batterie de publications volontaires qui sont associés aux engagements que la banque a prises, qui sont aussi importants à prendre en compte. On a aussi besoin des données ESG parce qu'on doit mettre en place une analyse financière importante. On nous demande d'intégrer l'ESG dans la cartographie des risques pour justement tenir compte de cette analyse-là. Donc, ça fait partie des éléments qui sont importants. On nous demande de mettre en place des stress tests avec des projections très longues qui vont jusqu'à entre 10 et 80 ans. Donc, ça aussi, c'est un challenge en termes de données. On nous demande d'intégrer l'ESG dans la politique d'octroi de crédit. C'est-à-dire que désormais, en plus des critères financiers habituels qu'on utilise pour pouvoir analyser nos dossiers de crédit, il va falloir intégrer ces critères ESG. Et depuis 2021, avec la guideline de l'EBA sur la politique d'octroi de crédit. Donc ça, c'est une exigence supplémentaire qui demande encore de pouvoir avoir une vision très claire des données de nos clients. On nous demande aussi d'intégrer l'ESG dans notre stratégie d'investissement, dans l'allocation d'actifs. Notamment si on est dans la gestion des fonds. Donc, tout ça aussi, c'est des éléments qui vont nous demander d'intégrer les données ESG. La transition climatique, donc le fameux plan de transition climatique qui fait en sorte qu'on puisse s'engager collectivement à atteindre le net zéro target en 2050. Chaque banque et chaque entreprise financière a l'obligation de mettre en place ce plan de transition climatique. Et il faut pouvoir avoir les données pour pouvoir mettre en place les métriques et les piloter de manière très, très fine. On va nous demander aussi d'avoir une forme de KYC intensif qui va avoir une connaissance client qui va sur l'ensemble de la chaîne de valeur et cela va être renforcé par exemple par rapport à la CSDDD, la petite sœur de la CSDD qui nous demande d'avoir donc un devoir de vigilance renforcé et d'une connaissance très, très fine de nos clients et de nos fournisseurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça aussi, ça va justifier un besoin important de données ESG.
À cela s'ajoute aussi le fait que notamment la CRD6 qui rentre en vigueur là très prochainement va nous demander d'intégrer l'ESG dans l'ICAP, dans l'adéquation des fonds propres, dans l'ILAB, l'adéquation de la liquidité, le plan préventif de rétablissement, et tous ces dispositifs-là vont aussi être impactés à quasiment toutes les étapes par l'ESG. Et de même, on va devoir définir des nouveaux indicateurs d'appétit au risque qui vont intégrer l'ESG, comme le GA, comme les indicateurs sur les DPE. Donc, si en synthèse, en fait, quels que soient les process finalement actuellement dans la banque ou dans l'entreprise d'investissement, on aura un besoin de données ESG incontournables. Et donc, il faut déjà faire cette cartographie-là, faire cet état des lieux de où est-ce qu'on a besoin de données, de quelles données on a besoin, et d'exprimer un cahier de charges par rapport à ça. Alors, comme on peut le voir, hein, donc ces données ESG aujourd'hui couvrent un spectre relativement large. En tout cas, les besoins couvrent à la fois effectivement la gestion d'actifs, couvrent à la fois la politique d'octroi de crédit, mais aussi effectivement les évaluations en termes de fonds propres et de besoins de liquidité. La question qui se pose, Evelyne, c'est quelles sont les approches que l'on a aujourd'hui pour aller collecter ces données ESG, et quels sont les avantages et les limites de ces différentes approches. Oui, tout à fait. C'est vraiment important. J'ai d'abord envie de dire que, il faut absolument avoir une stratégie. On ne peut pas aller par rang dispersé. Je le dis parce que c'est un constat que je fais souvent, que ce soit dans mon rôle aussi de consultante ou de formatrice. C'est le fait que assez souvent, c'est un peu dans les banques actuellement, c'est un peu chacun qui va faire son marché sur Internet pour retrouver de l'info ESG, et c'est quasiment la pire des façons de procéder en fait. Il faut absolument qu'il y ait une stratégie centralisée par rapport à ça. Il y a plusieurs approches, donc il y a 4 approches principales qu'on a identifiées aujourd'hui pour occuper les données ESG, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'approche parfaite. Chacune des approches a ses limites, et donc la stratégie aussi ESG, de données ESG, c'est aussi d'être bien conscient des limites de chacune des approches et d'avoir des solutions de rémédiation, de contournement. Et donc c'est pour ça que la stratégie centrale est absolument prioritaire. Alors la première approche en fait pour pouvoir récupérer les données ESG, c'est d'analyser les publications de clients, parce qu'effectivement, comme je vous dis, il y a vraiment un dénominateur commun sur quasiment tous les tests ESG qui sont actuellement en vigueur, et ce dénominateur, c'est publié. Donc et ça va être de plus en plus croissant avec la CSRD qui va rentrer en vigueur l'année prochaine. Par exemple, on a l'ambition qu'à terme, il y ait au moins 70 000 entreprises en Union européenne qui soient obligées de publier des données ESG. Mais avant ça, on a déjà plusieurs autres tests qui ont cette obligation-là. Donc, on commence à avoir de l'information disponible. Donc, il faut aller chercher ces informations-là. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a des seuils. En général, il y a des seuils d'application pour les tests. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir identifier pour chacun des tests applicables quelles sont les entreprises de notre portefeuille qui sont assujetties, pour savoir ce qu'il est raisonnable d'attendre de nos clients. Et là, on va se rendre compte que rapidement, il y a une partie quand même conséquente du portefeuille qui ne rentre pas dans cette catégorie-là, parce qu'elle est soumise à peu près à rien. Et donc, il faut être aussi conscient de ça. Mais déjà, quand on a fait ces cartographies des tests applicables selon chacun de nos clients, il faut aussi ne pas tomber dans le piège de la disqualité au niveau des clients. Pourquoi? Parce que comme c'est une métrique et c'est une matière qui est nouvelle, même les clients aussi manquent de maturité sur ces sujets-là. Donc, on peut avoir des informations qui sont pas tout à fait fiables, pas tout à fait justifiées, et même au pire du greenwashing du client, parce que simplement il a bien compris on a besoin de communiquer sur la durabilité, et donc il aura tendance un peu à embellir la mariée. La Commission européenne dit que 53% des informations ESG des entreprises en Union européenne actuellement, c'est du greenwashing, c'est-à-dire plus qu'une fois sur 2, et c'est peut-être une hypothèse basse. Donc, il faut absolument être vigilant par rapport à ça, et donc avoir un contrôle de second niveau à notre niveau pour pouvoir aller challenger les informations qu'on a récupérées des clients. Et ça, c'est indépendamment de la taille du client. Bien sûr que si le client est un grand compte, on peut avoir un peu un confort comme quoi il y aurait un dispositif de contrôle qualité et contrôle interne à leur niveau qui permettrait de sécuriser un petit peu la qualité des données qui sont mises en ligne. Mais n'empêche qu'on a vu des cas de greenwashing, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, il va falloir vraiment être très vigilant par rapport à ça.
Après, ça va se poser la question, par exemple, pour ce point-là, c'est de dire si jamais le client publie plusieurs tests, parce qu'il est assujetti à plusieurs tests, donc il y a plusieurs templates en ligne, il est possible que les templates entre eux soient incohérents, c'est-à-dire qu'il peut, par exemple, publier des informations sur la taxonomie et des informations sur la CSRD et les informations ne sont pas cohérentes les unes vis-à-vis des autres. Donc, ça veut dire que c'est à nous aussi de détecter éventuellement les incohérences chez nos clients et de pouvoir les prendre en compte dans notre propre analyse. Donc, l'analyse des clients, c'est préférable parce que des données clients est préférable parce que le BA, par exemple, et la BCE souhaitent qu'on utilise autant que possible les données réelles. Donc, dans ce sens-là, il faut qu'on montre qu'on a fait le maximum possible pour aller récupérer de l'info réelle, mais c'est pas pour autant qu'on est dispensé de faire le contrôle a posteriori. Par rapport à ça aussi, il y a une best practice qui se met en place aujourd'hui, c'est le recours aux tiers indépendants. Donc, il y a des entreprises qui font l'exercice de recourir à des tiers indépendants pour donner un confort supplémentaire sur les informations qu'elles publient, mais ce n'est pas systématique et ce n'est pas systématiquement obligatoire. Il y a quasiment que la CSRD qui aujourd'hui oblige les entreprises à recourir à ce tiers indépendant. Les autres tests ne le systématisent pas. Donc, il faut rester vigilant par rapport à ça. Ensuite, maintenant, un autre axe de collecte, ce sera les questionnaires clients. Pour les clients qui n'ont pas volontairement publié un certain nombre d'informations ou qui ne sont assujettis à aucun test réglementaire obligatoire, là, on peut mettre en place des questionnaires pour pouvoir récupérer l'info. Mais là aussi, c'est un exercice qui est ardu parce que contrairement, par exemple, aux questionnaires qu'on fait d'habitude pour l'octroi de crédit classique où on a à peu près les mêmes critères, les mêmes informations qui sont demandées pour tous les clients, entreprises, que ce soit le levier, les BIBDA ou les cash flow, etc. Pour les questionnaires ESG, on est obligé de faire une analyse un peu sur mesure parce qu'on ne va pas demander la même chose à une entreprise, par exemple, dans l'agroalimentaire et à une entreprise dans l'automobile, par exemple. Parce que, par exemple, dans l'agroalimentaire, on va demander des questions sur le Nutri-Score, sur le pourcentage de bio dans les produits fabriqués, le pourcentage de plastique, par exemple, le circuit d'approvisionnement court ou long, alors que pour une entreprise dans le secteur de l'automobile, ce sera plutôt des questions relatives, par exemple, à la consommation litre 100 des véhicules produits. Donc, déjà, les questions sont pas les mêmes, donc il y a nécessairement une approche sectorielle dans les questionnaires. Il y a aussi une approche géographique, parce que si on regarde, par exemple, par rapport aux risques physiques, toutes les zones géographiques ne sont pas sensibles au même risque. Il y a certaines qui sont plus sensibles à l'inondation, d'autres plus au feu de forêt, plus au séisme. Donc, il faut aussi avoir une dimension géographique sur le questionnaire. Et il y a même une dimension aussi taille de capitalisation, taille de l'entreprise, tout simplement parce qu'il y a des entreprises qui sont trop petites pour qu'on leur pose des questions pointues comme des empreintes carbone scope 3 qui sont très complexes à calculer ou peut-être des informations sur l'alignement à la taxonomie, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a un axe, plutôt une matrice quasiment à construire qui croise l'axe sectoriel, l'axe géographique et l'axe taille de capitalisation. Et donc, on fera autant de questionnaires que finalement de ces axes-là. Et donc, ça veut dire qu'on va peut-être se retrouver avec une centaine de questionnaires dans la banque selon la taille de notre portefeuille. Donc, il faut être conscient de ça et savoir si on a déjà fait l'exercice d'affiner ce questionnaire-là. Le minimum, c'est le questionnaire sectoriel. On ne peut pas faire un truc taille unique pour tous les clients. Maintenant, une fois qu'on a posé ce questionnaire, il y a aussi cette question de comment faire pour que le client adhère au remplissage du questionnaire. Tout simplement parce que aujourd'hui, s'il n'est pas obligé légalement à le faire, il faut trouver la petite carotte pour aller le pousser à le faire. Il faut aussi trouver le mode opératoire pour pouvoir récupérer ces informations-là. Est-ce qu'on va envoyer des mails aux clients pour qu'ils remplissent des templates ou des interfaces en ligne, sachant qu'il y a peu de chances qu'on ait un taux de retour intéressant? Est-ce qu'on va faire du présentiel en essayant de faire du face à face avec le client? Mais ça peut aussi devenir très lourd parce que si un conseiller a plusieurs centaines, un conseiller chargé d'affaires par exemple a plusieurs entreprises dans son portefeuille, plusieurs centaines voire parfois milliers d'entreprises, comment il assume la charge de travail relative à ça? Surtout que la BCE a tendance à vouloir pousser pour qu'on fasse du présentiel, mais c'est lourd à mettre en place. Et surtout aussi, il faut s'assurer que
les conseillers chargés d'affaires qui seraient dans ces entretiens-là soient suffisamment eux-mêmes formés pour pouvoir tenir aussi par rapport au questionnaire, parce qu'on a aussi parfois un déficit de formation au niveau des conseillers. Et donc, est-ce qu'ils seront capables vraiment d'apporter toutes les explications que le client voudra demander? Donc, il y a aussi des limites à l'exercice. Il faut vraiment bien embrasser le sujet. Le troisième Alors, axe. Oui. Evelyne, une petite question sur ces questionnaires. D'après toi, qu'est-ce qui est la meilleure pratique aujourd'hui? Est-ce qu'on tend plus vers à aller vers des questions ouvertes, un petit peu qualitatives, ou des questions un peu plus fermées avec des réponses binaires 0-1, 0-1, 2-3? En tout cas, est-ce qu'il y a des attentes du superviseur autour de cela, autour de ces questionnaires de questions qui pourraient être posées? Alors, le superviseur n'a pas encore été très, très prescriptif sur ces questionnaires-là, mais ça viendra. Mais par contre, il faut voir que si on prend des questions très ouvertes qui donnent un commentaire élaboré, bien sûr, c'est plus riche en qualité de réponse, mais après, c'est très difficile à exploiter pour un score après, parce qu'il faut bien voir que le but derrière, c'est d'avoir des informations qui peuvent être numériques, puisque derrière, ça va servir de variable de score. Donc, c'est pour ça qu'on est souvent tenté à avoir des questions qui sont quantifiables et qui vont avoir un peu des réponses qui peuvent se transformer en 0, 1 ou 3, comme tu dis. Il faut bien avoir en tête en plus que les questions même, le type de question va varier selon la taille de capitalisation, c'est-à-dire que si on a une PME de moins de 100 collaborateurs, on va pas leur demander, comme je vous disais, des scopes 3 d'empreinte carbone, ça va être compliqué. On va plutôt poser des questions du type, avez-vous commencé à travailler sur l'amélioration de votre émission de CO2, ou avez-vous commencé? Et ce sera du oui-non qui va se transformer en 0-1. Alors que quand on sera avec une large corporate, on va plutôt poser des questions beaucoup plus quantitatives sur les vraies métriques qui ont été mises en place. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une approche presque sur mesure avec ces trois axes-là, sectoriels, géographiques et taille de capitalisation, pour voir quelles sont les questions qu'on va poser. On ne posera pas les mêmes. Pour la petite entreprise qui n'a même pas encore commencé à vraiment mettre en place un dispositif ESG, les questions du type, avez-vous déjà mis ça en place? Avez-vous fait cela? Oui, non. C'est quasiment le maximum qu'on peut faire. Et je pense que tu abordes un point très important, c'est cette vision prospective, c'est-à-dire c'est pas simplement une géographie à l'instant T, c'est aussi poser des questions qui permettent d'évaluer quantitativement les mesures qu'a mises en place ou qu'est prête à mettre en place, que sont prêtes à mettre en place les contreparties concurrentes. Donc, je pense que c'est un point très important aujourd'hui dans la construction des questionnaires ESG, d'avoir des questions qui soient beaucoup plus prospectives. Merci beaucoup, Evelyne, pour ta réponse. Tout à fait. Et donc, la troisième approche, pour continuer sur les approches, la troisième approche de collecte de l'info, c'est le recours aux fournisseurs ESG. Donc, il y a aujourd'hui, c'est un marché qui est très fragmenté. Il y a une grande panoplie de fournisseurs disponibles, même si l'essentiel du marché aujourd'hui est préempté par les grands fournisseurs américains comme MSCI, comme Sustainalytics, comme S&P, etc. Donc, c'est bien que c'est très fragmenté, l'essentiel du marché est quand même préempté par les fournisseurs américains. Et donc, ça pose beaucoup de questions qu'on développera par la suite. Déjà, le fait que comme ils n'ont pas forcément la même philosophie de quantification du risque ESG, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à la matérialité financière, c'est-à-dire qu'ils regardent en quoi est-ce que le risque ESG a eu un impact sur la performance financière de l'entreprise, et ils s'intéressent beaucoup moins à la matérialité d'impact, c'est-à-dire en quoi est-ce que l'entreprise a un impact positif ou négatif sur l'amélioration, la dégradation de la situation de la planète et du contexte social. Forcément, l'information qui va être produite va être un peu partielle, c'est-à-dire que même si on a l'information des fournisseurs de données par rapport, par exemple, aux attentes de la CSRD, où on nous demande de faire de l'analyse de double matérialité quasiment systématiquement, quel que soit le template, on ne pourra pas faire le tour de l'histoire. Et après, on redéveloppera ça tout à l'heure, on verra qu'il y a beaucoup d'écarts et beaucoup de différences entre les fournisseurs de données. Donc, il faut vraiment bâtir une vraie stratégie pour sélectionner ces données-là. Je me rappelle, j'ai discuté avec un client sur ces sujets-là, et quand
je lui disais, bah voilà les différentes approches. Il me dit, Evelyne, je veux que tout de suite, moi, nous, on va acheter les données, ça ira plus vite. Et là, je dis, bah, ce n'est que le début de l'histoire, en fait, parce que une fois qu'on dit qu'on va acheter les données, qu'est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on achète des données brutes ou on achète des scores tout faits? Et si c'est qu'on achète des scores tout faits, est-ce qu'on comprend le score derrière? Donc, on va redévelopper ça, mais il faut vraiment être très, très vigilant par rapport à ça. Et si jamais on ne peut pas en tirer grand-chose Surtout, des fournisseurs de données, oui, 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 Yannick. non, non, je voulais juste compléter, surtout qu'il y a une vraie attente du superviseur sur la compréhension et la maîtrise des données externes utilisées. Donc, recourir à des fournisseurs de données aujourd'hui, ça peut être une solution, mais c'est pas la solution miracle, comme tu viens de l'annoncer. Effectivement, du fait que la maîtrise des données utilisées par la banque doit être parfaite avec les avantages et les limites. Hein. Oui, tout à fait. Et donc la Et donc, quatrième, effectivement, oui, tu vas-y. allais aborder la question. Oui, la quatrième Non, tu allais approche. aborder la question des proxys. Donc. Voilà. La quatrième approche, c'est à la mise en place des proxys. Alors, ce qui est un peu marrant, c'est qu'effectivement, comme le mot modèle est devenu tabou, on utilise le mot proxy. Apparemment, ils sont vexés si on utilise trop le mot modèle. Donc, utilisez proxy, s'il vous plaît. Donc, on va mettre en place des proxys quand on n'a pas pu tirer grand-chose des 3 premières approches. Aujourd'hui, c'est quand même une approche qui est très massivement utilisée. Ce serait pas un abus de dire que plus de la moitié des données ESG qui sont produites aujourd'hui sont modélisées. Je dirais même plutôt qu'on est plus proche de 4 quarts que de 3 quarts. Hein. Et simplement derrière le risque des modèles, c'est le fait que ce n'est pas forcément encadré. Pour ceux qui ont travaillé dans les modèles internes en banque, vous savez qu'il y a une gouvernance autour des modèles internes. Il faut une validation interne indépendante. Il faut un cadre de backtesting. Il y a tout un encadrement. Normalement, il faut qu'une documentation des données, des outils et des hypothèses. Il y a quand même un minimum de gouvernance à mettre en place normalement pour faire un modèle interne. Notre crainte aujourd'hui, c'est que les données ESG ne bénéficient pas de tout ce corpus d'encadrement, alors qu'elles sont structurellement beaucoup plus sujettes au risque modèle que les données classiques financières qu'on manipule. Donc, on est dans une situation où le point de départ est plus dégradé, mais le contrôle autour de ce point de départ est aussi très, très, très discutable. Et donc, Marocco, aujourd'hui, c'est quasiment d'intégrer les modèles ESG et les données ESG dans le cadre de modèles internes et remettre de la vraie gouvernance derrière, à minima, le fameux contrôle de second niveau, la validation interne indépendante, qui n'est pas toujours systématiquement mise en place. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie régalienne aujourd'hui pour faire les données ESG. C'est très empirique aujourd'hui. Donc, on teste and learn, on apprend en faisant. Et donc, du coup, il y a autant de modèles que de banques et que de modélisateurs au sein de la banque. Donc, il faut vraiment qu'on soit très vigilant par rapport à ça et qu'on soit capable de justifier les hypothèses qui sont prises. Néanmoins, il y a quand même quelques petites lueurs dans la nuit. C'est le fait que, par exemple, on a le PCAF, par exemple, pour les données d'empreinte carbone, qui donne quand même des grandes lignes sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de commencer à construire un modèle. Mais ce PCAF ne couvre pas tous les cas. Donc, ça veut dire que quand on va devoir faire des approximations, on va aller vers le plus proche de la logique du PCAF. On peut aussi s'appuyer sur des benchmarks sectoriels ou géographiques. On a souvent des moyennes sectorielles ou géographiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour commencer à construire des modèles. Mais voilà, il faut vraiment qu'on encadre ça. Et c'est d'autant plus critique que, par exemple, si on prend le cas des sujets sur l'alignement aux accords de Paris, on va nous demander de calculer une empreinte carbone à aujourd'hui, qui inclut déjà le scope 3 qui est 100% modélisé. Et après, on va nous demander de projeter à 25 à 30 ans quelque chose qu'on a modélisé comme point de départ. Donc là, le risque de modèle est illimité. Pourquoi? Parce que, par exemple, en général, cette transition climatique, elle repose sur des hypothèses aussi politiques, parce que c'est une décision politique, finalement, de commencer la décarbonation. Et en 25 ans, si on commence à projeter de 2025 à 2050, on a le temps de changer 4 ou 5 fois de régime politique dans chaque pays. Et si on fait une décarbonation mondiale, vous multipliez par le nombre de possibilités pour voir que le risque de modèle, il est hors de contrôle. Donc, si on n'a pas un minimum de gouvernance pour encadrer tout ça, on va créer du bruit dans nos données.
Et c'est d'autant plus grave que, comme on a dit, quasiment tous les process de la banque sont impactés par l'ESG. Yannick, je crois que ton micro est coupé, Yannick. Je crois que le micro de Yannick est coupé, il y a certainement un souci. On va... Oui. Désolé, Evelyne, je suis de retour. J'ai des problèmes de connexion là sur la plateforme. Merci pour cette. Donc, tu as déjà répondu à une partie de la question là sur le chat. Donc, avec le PCAF, effectivement, qui est aujourd'hui considéré comme un bon proxy, une bonne approche pour évaluer, pour approximer le bilan carbone et les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Alors, il y a une question. On parlait tout à l'heure donc des questionnaires clients. Il y a une question de Madame Ensik. Qu'en est-il des clients personnes physiques? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des procédures, des process qui ont été mises en place pour essayer de collecter de la data autour des personnes physiques? Aujourd'hui, le focus n'est pas encore trop sur les personnes physiques, même si on commence à challenger sur bien sûr le DPE de la maison, en fait tout ce qui est sur l'immobilier. Lors du processus d'octroi de crédit, par exemple, on va poser des questions sur l'immobilier, le DPE de la maison, les taux d'émission de gaz à effet de serre de la maison. On va poser aussi sur l'automobile, par savoir si on est sur de la voiture diesel, thermique ou sur une voiture électrique, par exemple, ou hybride. Donc, on va poser des questions dessus. On commence à avoir des questions qui arrivent sur tout ce qui est électroménager pour voir si on a des biens d'électroménager qui sont plutôt d'énergie A, les classifications A ou B, etc. Ce sont les trois axes là qu'on voit actuellement. Le focus est quand même beaucoup plus sur les entreprises. D'accord. Oui. C'est aujourd'hui le focus est vraiment sur entreprise, notamment pour tout ce qui est risque climatique, risque physique, risque de transition. Donc, pour répondre à Monsieur Rosenfeld, on verra plus tard dans la formation effectivement quelles sont les sociétés spécialisées aujourd'hui pour la collection et le retraitement des données ESG. Donc, on abordera ce point plus tard. Donc, Evelyne, effectivement, donc tout à l'heure, tu parlais de l'analyse des publications clients, notamment qui va être un peu, en tout cas, faciliter le périmètre va être beaucoup plus large avec l'entrée de la CSRD, donc en 2025, en tout cas progressivement en Europe à partir de 2025. D'après toi, quels sont en tout cas les process que je dois mettre en place pour déployer une analyse efficace de ces publications clients? Alors, comme je disais, il y a quelques pièges déjà à éviter. C'est déjà de s'assurer que le client est cohérent lui-même. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une vraie stratégie à mettre en place pour pouvoir publier. Et si le client lui-même n'est pas cohérent d'un reporting à l'autre, il est possible qu'il y ait des écarts entre les reportings. Donc, il faut que moi-même déjà, je recense tous les reportings qui soient applicables à mon client et je vois s'il y a des cohérences dans ces rapports et je détecte ce fameux greenwashing ou pas. Donc, il faut qu'on soit capable de au moins se sécuriser ces deux éléments-là. Si le client a déjà lui-même aussi mis en place, par exemple, le recours à des tiers indépendants, même si ce n'est pas la panacée, mais ça donne quand même un confort supplémentaire sur la qualité de ce qu'il a produit. Ce sont des éléments de confort. Regardez aussi peut-être d'une année à l'autre s'il est consistant, parce qu'une des techniques de greenwashing, c'est de changer par exemple, des cibles d'une année à l'autre. Si on voit qu'il y a une consistance aussi dans les cibles, c'est bon signe quand même. Donc voilà, il faut bâtir vraiment une vraie stratégie par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, un point important, comme tu le disais, c'est aujourd'hui comment je fais pour convaincre une entreprise de plus petite taille, type PME, pour tout simplement collecter de la donnée ESG et puis transmettre cette donnée ESG à l'établissement bancaire, soit dans l'entrée en relation clientèle pour un prospect, ou soit tout au long de la durée de vie du crédit. Donc, d'après toi, quels pourraient être les leviers que pourraient mobiliser les banques pour
pour forcer, en tout cas pour inciter fortement leurs clients et même les clients de plus petite taille à collecter cette donnée et à la communiquer à l'établissement bancaire. C'est une vraie question, hein, dans le sens qu'il y a quand même beaucoup de clients qui passent complètement entre les gouttes par rapport à toutes les exigences réglementaires parce qu'ils sont en dessous de tous les seuils. Donc, du coup, techniquement, ils ne sont obligés à rien. Et nous, quand même, on a besoin de cette information-là pour pouvoir faire nos analyses de chaîne de valeur, pour pouvoir calculer nos doubles matérialités, pour faire nos analyses d'impact. Donc, il faut trouver un moyen de leur donner une forme de carotte pour qu'ils aient envie de faire l'exercice, alors que techniquement et légalement, ils ne sont pas obligés et tenus de le faire. Donc là, on propose ici quelques pistes d'argumentaire à mettre en place qui sont bien sûr perfectibles, hein, mais qu'il faut trouver comment créer cette carotte-là, en fait. La première chose qu'on peut dire au client, c'est qu'en fait, même si lui, il est petit et qu'il n'est soumis à rien, il est très probable que ses partenaires importants soient soumis à des tests comme la CSRD qui demandent d'avoir une connaissance de toute la chaîne de valeur et que ses clients ou ses partenaires seront susceptibles de le solliciter dans ce cadre-là. Et donc, du coup, ce sera quelque part une preuve d'engagement supplémentaire de sa part dans la relation qu'il construit avec ses partenaires et ses clients, de commencer déjà à chercher de l'info et à créer de l'info disponible. Donc, quelque part, ça va le positionner beaucoup plus favorablement, même dans certains appels d'offres. Et il est possible que dans le futur, certains appels d'offres même soient gagnés parce qu'on a un positionnement qui permet justement de communiquer sur la durabilité par rapport à d'autres. Il faut voir que si on est dans un secteur, par exemple, pour une PME où on est déjà dans la guerre des prix et qu'il n'y a plus de manière de se différencier par les prix, se différencier par le fait qu'on a fait un effort dans la mise en place d'un dispositif de durabilité va certainement être un facteur différenciant dans le futur, puisqu'on va nous demander justement de mettre en place ces critères-là dans l'octroi de crédit, dans les achats responsables, etc. Par ailleurs, il faut voir qu'on a la guideline de l'EBA sur la politique d'octroi de crédit depuis 2021 qui demande d'intégrer l'ESG dans le processus d'octroi de crédit. Donc, ça veut dire que de plus en plus, les banques vont demander des informations de type ESG lors des processus d'octroi et les clients qui seront en difficulté de pouvoir fournir des informations ou qui montreront qu'ils n'ont pas commencé à rentrer dans la dynamique vont forcément se sentir en difficulté lors des processus d'octroi de crédit. Et pour une entreprise, c'est toujours très délicat de se couper de sources de financement. Et en plus de ça, la guideline de l'EBA sur la politique d'octroi de crédit nous demande aussi d'intégrer l'ESG dans la grille de tarification pour avoir finalement des tarifs un peu plus sympathiques pour les clients verts et un peu moins sympathiques pour les clients bruns. Donc, ça veut dire que l'effort qu'ils auront fait de mettre en place un dispositif de durabilité va finalement être payé par le fait qu'ils pourront à terme avoir des tarifs plus intéressants. Et quand on voit les travaux de l'EBA sur l'intégration de l'ESG dans le pilier 1, on voit que l'idée quand même c'est d'à terme d'aller dans le sens que les clients entre guillemets verts coûteront un peu moins cher en fonds propres que les clients bruns et donc quelque part la banque répercutera ça aussi sur les tarifs pratiqués. On va avoir aussi le fait que quelque part le sentiment des consommateurs va progressivement bouger et on va avoir une préférence donnée aux clients aux entreprises qui mettent un peu plus de durabilité dans leurs produits. Ils ont fait un sondage et ils ont vu que 71% de la génération Z et millennials, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 45 ans aujourd'hui, est très sensible en fait à ces critères ESG et ils sont prêts à payer plus pour avoir des produits d'une entreprise qui a fait des efforts dans la durabilité. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être entendu par un directeur de PME. Et enfin, il faut aussi voir que travailler sur la durabilité, ce n'est pas juste une contrainte réglementaire, il y a aussi des opportunités là-dessus parce que ça fait des opportunités sur de nouveaux produits à développer, mais aussi travailler sur sa consommation électrique, sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie. À la fois, ça se voit sur les factures EDF ou Veolia à la fin de l'année, donc il y a un impact sur les frais généraux et donc sur les résultats à la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose aussi qui est important à prendre en compte. Donc, il faut qu'on continue. Hein. On n'a pas la prétention de dire qu'on a résolu le problème, mais il faut que la banque continue à travailler sur ce discours pour créer une dynamique et une carotte qui donne envie de s'investir dans cette démarche-là. Alors, ce que l'on voit, Evelyne, c'est très clair, hein, c'est que
la relation banque-client va changer. En tout cas, les banques vont en demander de plus en plus à leurs clients en termes de fourniture d'informations autour des données ESG. Alors, il y a une question de Jean-Christophe Perrin qui, en tout cas, une remarque qui dit qu'effectivement, les banques peuvent s'adresser aux associations professionnelles pour avoir tout un ensemble d'informations sur les PME. Alors, il y a un autre point, je pense, c'est la cotation Banque de France qui va évoluer aussi très rapidement. Là, il est prévu pour 2025 l'intégration d'une cotation extra-financière Banque de France. Donc, on voit bien que les informations auxquelles auront accès les banques seront de plus en plus importantes. Et comme le dit Jean-Christophe, effectivement, il y a aussi la question des labels. Et d'ailleurs, bon, c'est une vraie question puisque effectivement, dans les questionnaires ESG envoyés aux entreprises, on leur pose d'ailleurs la question dans quelle mesure ils sont aujourd'hui labellisés autour de ces problématiques de durabilité. Donc effectivement, donc comme l'a montré Evelyne, on est effectivement dans un changement de relation banque-client pour essayer de collecter de plus en plus de données ESG. Alors, si on revient sur la question, comme tu le présentais précédemment là, sur les fournisseurs de données externes, aujourd'hui, donc qui est une autre source de données potentielle. Aujourd'hui, comment peut se faire la sélection de ces fournisseurs de données externes? En tout cas, quels sont les critères que je vais retenir en tant qu'établissement bancaire pour sélectionner ces fournisseurs de données externes? J'ai peut-être perdu. Oui, Evelyne, si tu es sur Oui, Evelyne, tu peux continuer, effectivement. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai peut-être perdu Yannick, mais je pense que je vais Evelyne, est-ce que tu m'entends? Evelyne, est-ce que tu m'entends? On entend Evelyne et Je te laisse Yannick, continuer. mais est-ce que vous m'entendez moi? Parce que j'ai l'impression que j'ai perdu Yannick, mais vous m'entendez? Je vais continuer. Je ne sais pas, peut-être que Yannick a un souci, donc je vais continuer le temps qu'il se reconnecte, parce que si vous m'entendez, je vais continuer pour tenir le temps. Effectivement. Oui. Donc, je reprends sur ce point-là et Yannick va peut-être reconnecter si vous m'entendez moi. Un autre, on t'entend Evelyne. Bon, donc en fait, ce qui est important à avoir en tête, notamment sur les critères de sélection des fournisseurs, parce que ça c'est un vrai point de dire comment je fais pour pouvoir sélectionner les données. Il faut vraiment savoir déjà si je comprends le score. Comme on a dit, on va se rendre compte rapidement que les fournisseurs de données ont des résultats très disparates d'un fournisseur à l'autre. Donc, il va falloir vraiment se dire, est-ce que je comprends le score? Est-ce que le fournisseur de données me donne une chance, en fait, de comprendre le score? Est-ce qu'il donne la transparence sur la méthodologie? Est-ce qu'il donne la transparence sur la façon dont il collecte les informations pour pouvoir calculer son score, parce qu'il faut voir que les fournisseurs de données ont exactement les mêmes difficultés que les banques pour récupérer l'info, dans le sens que ils vont aussi analyser les publications clients, ils vont aussi faire des questionnaires, et pour la partie qu'ils n'auront pas récupérée en direct, ils vont faire des proxys. Donc, il faut qu'ils nous donnent une cartographie de la part de modélisation, par exemple, des informations de leur portefeuille, qu'ils expliquent aussi comment ils ont fait le score, est-ce que ces informations sont accessibles ou pas, quel est le
le cadre de contrôle qu'ils font, quelles sont les limites des modèles qu'ils utilisent, etc. Donc, en fait, le critère finalement pour choisir le fournisseur de données, ce n'est pas tellement la taille du fournisseur, même si elle est importante, mais c'est surtout la transparence qu'il peut mettre en place pour nous donner de l'info pour qu'on sache exactement où on met les pieds. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'on peut prendre exactement la même entreprise et selon le fournisseur de données, on n'a pas le même score. Donc, il faut absolument qu'on soit capable de pouvoir comprendre d'où vient le score et qu'est-ce qui a été mis en place dans le cadre du score. Autre chose aussi qu'il faut voir, c'est bien se dire, est-ce que moi je veux la donnée brute ou je veux la donnée travaillée? Et donc ça aussi c'est un choix. C'est pour ça qu'on parlait de stratégie de données ESG. La banque doit vraiment définir ce qu'elle compte faire par rapport à ça et pas aller chacun ne doit pas aller faire un deal entre guillemets en direct avec des fournisseurs de données parce que il faut qu'on soit consistant. Un critère aussi qui va compter, c'est ce côté double matérialité dont je parlais, de dire est-ce que il est possible justement de savoir si le fournisseur de données fait de la double matérialité ou pas, parce que ça va être très très structurant et il faut vraiment comprendre le score. Pourquoi je dis ça? Si je prends par exemple le cas de MSCI va avoir va avoir, par exemple, de l'analyse de matérialité financière uniquement en faisant du best in class. C'est-à-dire qu'il va prendre un secteur d'activité et il va classer les entreprises par rapport au risque que fait peser l'ESG sur la performance financière de l'entreprise. Le triple A MSCI, ça veut dire qu'on est très, très bon par rapport à nos pairs sur le fait qu'on est peu vulnérable au risque ESG et qu'il y a peu d'impact du risque ESG sur la performance de l'entreprise. Donc, et c'est pas du tout la même philosophie chez Sustainalytics ou chez d'autres fournisseurs. Donc, il faut vraiment faire cet effort de bien comprendre vraiment la méthodologie du fournisseur de données. Autre chose aussi, c'est que là où peut-être la taille du fournisseur de données va compter, c'est sur le nombre de points de données couverts par le fournisseur. C'est sûr que comme les méthodologies sont très discordantes les unes par rapport aux autres, si jamais on n'a pas un fournisseur de données qui couvre plusieurs points de données, à la fin on va se retrouver à juxtaposer plusieurs sources de données différentes pour pouvoir couvrir notre portefeuille et ça c'est très dangereux. Oui, alors effectivement, donc cette question du choix. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questions par rapport aux fournisseurs de données externes. Il y a quelques questions sur lesquelles on reviendra à la fin. Notamment l'apport des fintech aujourd'hui sur tout ce qui est constitution des rapports CSRD. Alors, j'ai manifestement un souci de retour de messages. Donc, que ce soit pour Yannick ou pour les autres, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Je vais voir les messages s'il y a des questions parce que là, j'ai manifestement un retour de son qui ne fonctionne pas. Donc, n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat. Je répondrai directement parce que manifestement, ça ne marche pas. Un point qui est important à avoir en tête, par exemple, c'est sur la cartographie des données, des fournisseurs de données, pour pouvoir savoir quels sont les principaux fournisseurs de données disponibles aujourd'hui. Ce qu'il y a, par exemple, qui est important, c'est d'avoir, par exemple, connaissance de ce site-là qu'on appelle l'Institut Louis Bachelier. C'est un site que je trouve assez intéressant parce qu'il donne une vision sur tous les fournisseurs de données qui sont disponibles actuellement. Donc, ce site-là, c'est une forme de Google de la data des fournisseurs de données puisqu'il va donner comme ça une cartographie de toutes les données disponibles et tous les fournisseurs disponibles. Donc là, on vous a mis par exemple un imprimé écran pour que vous ayez une vision de ce qui est possible à faire. Donc, on a par exemple le nom du fournisseur de données et on a savoir quelles sont les données disponibles à ce fournisseur de données-là et si les données sont gratuites, payantes, s'il y a des informations qui sont en open source ou pas. Donc, ça, effectivement, ce dispositif-là permet de l'avoir. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez parce que j'ai un souci de retour d'écran, de son?
Evelyne, on Est-ce que vous t'entend. m'entendez? Evelyne, Vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien. Voilà. Donc voilà, j'ai un souci de retour de son. Donc du coup, n'hésitez pas à poser donc des questions sur le chat parce que du coup, pour que je puisse au moins vous écouter par le chat. Evelyne, on t'entend bien. Donc sur cette. Toujours quand on continue sur la cartographie des données, ce qu'il y a effectivement, c'est que on a vraiment plusieurs fournisseurs qui sont disponibles actuellement. On a par exemple, comme je vous ai dit, selon le besoin qu'on a, que ce soit le rôle en fait de récupération des données. Donc on vous a mis ici un slide qui est de source Seabird qui donne un peu la cartographie de tous les fournisseurs de données, etc., etc. Mais vous voyez que les vrais leaders du marché sont ceux qui sont tout en bas là, c'est-à-dire MSCI, Standard & Poor's, Moody's, ISS. Mais il faut voir que justement, c'est un souci pour nous, Européens, parce que avoir un marché de données ESG qui est préempté par les fournisseurs américains, c'est un vrai souci parce que ça nous empêche, nous, de pouvoir avoir la main, en fait, sur nos données. Parce que c'est quand même gênant de se dire que l'essentiel des données ESG aujourd'hui qui sont fournies pour les entreprises européennes sont par des fournisseurs américains qui ne sont pas forcément dans la logique de double matérialité dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un vrai souci. On n'a pas de leader de données ESG fort en Europe pour vraiment porter la logique de l'ESG européenne. Donc, alors Jean-Christophe qui dit comment font les grands providers pour trouver l'info vraie. Alors, ils ont exactement les mêmes soucis que nous. Ils ont exactement les mêmes soucis que nous. C'est juste que comme ils ont des moyens plus importants, ils sont capables de déployer des ressources plus importantes à l'informatique, de l'IA aussi, parce qu'on va beaucoup utiliser de l'IA pour pouvoir faire les analyses. Donc, la grande différence, c'est que eux, ils ont des ressources importantes et qu'ils bénéficient aussi de l'historique, de l'image de marque et de la reconnaissance qu'il y avait déjà par rapport à leur travail sur les données financières. Mais il n'empêche que ils ont aussi de la difficulté à récupérer des infos des clients. Ils aussi modélisent beaucoup. Donc, il faut qu'on soit bien conscient que ce n'est pas non plus la panacée. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'écarts entre les différents fournisseurs de données. Et c'est très cher aussi, c'est très cher, mais sauf qu'ils ont l'avantage de couvrir plein de points de données parce qu'effectivement, une des limites aussi, c'est le fait que si on a un fournisseur qui est peut-être pas cher, mais qui a très peu de points de données, comme on dit, on va juste apposer plein d'infos de sources différentes dans notre système et après, ce sera illisible. Alors, c'est un bon point, la question d'audit indépendant, ce n'est pas systématique. Donc ça, c'est une initiative, d'ailleurs, c'est qu'on a mis dans le slide ici, c'est que c'est un critère aussi de choix de provider, de savoir si on va aller chercher les fournisseurs de données qui permettent l'audit par les tiers indépendants. Ce n'est pas systématique. Donc, il faudrait que le fournisseur de données puisse communiquer clairement sur le fait que il a recours à des tiers indépendants. Ce n'est pas systématique ni obligatoire. Alors, on a quand même un peu de lumière au bout du tunnel, hein, parce que il y a un projet actuellement qui est discuté au niveau de la Commission européenne, et ce projet, finalement, c'est de mettre en place une méthodologie de rating ESG qui va pouvoir justement créer une standardisation du rating ESG, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est encore chaque entreprise, chaque fournisseur de données qui applique sa propre méthodologie et ça crée énormément d'écarts. Donc, on a une petite lueur au bout du tunnel, mais il va falloir effectivement suivre les évolutions. Effectivement. Donc, il y a effectivement le point aussi qui est mentionné par Yannick, effectivement. Et donc, pour continuer sur cette idée-là de l'écart énorme entre les fournisseurs de données, on a ici un exemple, c'est une étude en fait qui a été faite en 2020 et qui a été reconfirmée après en 2022 par Cobel et Beck, par exemple. C'est cette étude-là qui
calcule en fait la corrélation entre les différents fournisseurs de données. Et on voit qu'il y a vraiment énormément d'écarts. C'est quoi la corrélation? C'est à quel point les fournisseurs de données se ressemblent. Donc, si on a une corrélation proche de 1, ça veut dire que les ratings entre Moody's et par exemple, S&P seraient les mêmes. Et si on a une corrélation très, très faible, ça veut dire qu'effectivement, les scores produits sont très, très différents. Et ce qu'on voit ici, c'est que les corrélations, par exemple, entre MSCI et Sustainalytics ou Vigeo et Robeco sont extrêmement faibles. On est à peine à 0,54 et quand on est sur le E, on est faible, mais sur le S et le G, c'est encore pire. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément d'écart entre les données aujourd'hui, même entre les très grands noms, parce que dans les exemples que vous voyez là, on parle que des très, très grands fournisseurs de données, mais même entre eux, il y a énormément d'écart. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir continuer à contrôler finalement les données, et ce n'est pas parce que j'ai une donnée d'MSCI que je dois la prendre en l'état sans la rechallenger, puisque un autre grand fournisseur comparable va donner un chiffre complètement différent. Et ce qui va se passer, c'est que pourquoi est-ce que les données sont aussi différentes? C'est parce que déjà les sources de données qui servent à faire ces scores-là sont très très différentes, puisque elles sont aussi soit de données clients plus ou moins contrôlées, soit des données modélisées. Les variables du score qui sont sélectionnées pour faire chaque score sont très différentes, puisque c'est des notions sectorielles, et ce n'est pas sûr que MSCI ait choisi les mêmes variables que Moody's ou Fitch pour pouvoir faire les calculs. Et un troisième élément, c'est les pondérations dans le score. Quels sont les poids qu'on donne aux variables E, les variables S ou G, c'est pas les mêmes, donc ça crée aussi énormément d'écart. J'ai une question d'Éric qui demande, est-ce que l'entrée en vigueur de la CRA3 prend en compte suffisamment le risque ESG? Oui. Alors, on a un webinaire le 7 novembre qui va parler de ça avec mon collègue Jean-François Caron. On va aller de long en large sur ce point-là. Mais effectivement, il y a le travail sur la prise en compte effectivement de l'ESG dans le calcul du pilier 1. Il est en cours. Le BA a été mandaté pour pouvoir le faire, et il y a il a déjà fait un rapport intermédiaire sur ça en octobre 2023, et la CRA3 a demandé à l'EBA de continuer l'analyse pour affiner. Il y a notamment ces sujets de Green Supporting Factor, Brown Penalizing Factor, mais on aura l'occasion de le rediscuter lors du webinaire du 7 novembre avec mon collègue Jean-François Caron. Question de Jean-Christophe. Avez-vous un retour d'expérience sur les critères ESG utilisés par les banques dans l'application? Oui, alors on a des retours. Aujourd'hui, les retours sont très hétérogènes encore, même si on a des sites comme la DME ou le BA qui a donné quelques guidelines, mais c'est encore très très hétérogène parce que la guideline de l'EBA n'impose pas les critères à prendre. Elle demande de prendre en compte les critères dans la politique d'octroi de crédit, mais elle n'impose pas. Et donc, forcément, il y a autant de critères que de banques, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a autant de disparités? Tout simplement parce que même si au départ, il pourrait y avoir une forme de consensus de place sur les critères à sélectionner, une fois qu'on arrive à la réalité de la capacité à produire de manière consistante dans le temps les informations, chaque banque finit par sélectionner le critère qui est le plus maintenable dans la durée. Et donc, forcément, on aboutit à une situation où il y a énormément d'écart d'une banque à l'autre. Pour répondre à la question de Jean-Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore sur la partie fournisseur de données avant qu'on ne puisse peut-être aborder la question sur les proxys? Evelyne, tu ne m'entends toujours pas, hein, ça ne fonctionne pas. Non. On va aborder la question sur les proxys. Alors, on a cette problématique-là sur les proxys, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir estimer les données lorsque
on n'a pas accès aux données réelles. Le BA est très clair sur le fait, et la BCE sont très clairs sur le fait que ce n'est pas interdit de mettre en place des proxys du moment où on ne renonce pas à l'acquisition de la donnée réelle. Donc, ça veut dire que on ne peut pas simplement dire c'est trop compliqué de récupérer la donnée réelle, je vais faire des proxys partout. Il faut toujours que le projet données réelles soit toujours en cours. Donc, il faut qu'on montre qu'on est toujours en train de mettre en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir récupérer la donnée réelle. Et en parallèle, le temps que la donnée réelle puisse être récupérée, on fait des proxys comme solution alternative et on remplacera progressivement les proxys par les données réelles une fois qu'on les aura collectées. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, ce n'est pas j'abandonne les données réelles et je fais que des modèles. Je dois faire les deux en parallèle. Autant que possible, lorsqu'on va faire les modèles, il faut se raccrocher à des méthodologies standardisées de place si elles existent. C'est-à-dire que s'il y a, comme on parlait du PCAF tout à l'heure, s'il y a des débuts de méthodologie de PCAF, il faut pouvoir se raccrocher à ces méthodologies-là. Il faut absolument ne pas aller trop dans l'original. N'empêche qu'il faut aussi quand même pouvoir avoir des données factuelles pour rationaliser le proxy. C'est pour ça qu'on parlait des moyennes sectorielles, il faut les récupérer, les moyennes aussi géographiques, les moyennes sur les tailles de capitalisation pour avoir au moins des benchmarks sur lesquels s'appuyer pour commencer à construire le modèle. Ce qu'on voit maintenant au niveau de ces modèles-là, c'est qu'on a de plus en plus de développement de ce qu'on appelle l'alternative data. Alors, c'est vraiment l'innovation qui est en cours actuellement sur les données à modéliser. Donc, l'alternative data, ça part du principe que on va finalement utiliser des données qui ne sont pas issues directement du client, mais qui sont issues d'informations un peu périphériques et méta, comme les données de géolocalisation, les données sur les réseaux sociaux, les données sur les satellites, les données sur les cartes de crédit, les données météorologiques, pour pouvoir finalement construire des proxys. Et ça permet comme ça de contourner un peu ce problème-là, de pouvoir, par exemple, récupérer des données directement chez un client qui ne répond pas au questionnaire, ou de pouvoir récupérer des données en ligne d'un client qui n'est même pas assujetti à une publication en ligne ou qui n'a pas l'info qu'on cherche exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qui se développe énormément, le développement des proxys. Mais effectivement, avec ces données, on a par exemple l'exemple ici pour le DPE, de dire on va pouvoir estimer le DPE par exemple d'une maison à partir des drones à caméra thermique. C'est-à-dire que le drone va venir, il va regarder finalement la lue générale de la maison, donc il va filmer la lue générale de la maison, déjà pour savoir un peu estimer l'année de construction, estimer l'état général de la maison, mais aussi à partir des déperditions de chaleur, il est capable de détecter finalement quel est le taux de consommation énergétique de la maison. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Pourquoi? Parce que par exemple, ces données DPE, en plus des données d'empreinte carbone, est très très compliqué à avoir, et c'est une donnée qui est quasiment systématiquement demandée aujourd'hui dans les reporting réglementaire. C'est une donnée qui va même rentrer dans peut-être des métriques d'appétioriste pour la suite. Le pilier 3 ESG nous demande le TPE du parc immobilier. Donc, c'est une donnée qui est incontournable et qui est très complexe à mettre à jour. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, le recours au drone à caméra thermique va être utile dans ce cas-là. Donc, d'une manière générale, l'alternative data va être quelque chose qui est absolument privilégié pour la suite. Mais ça demande une capacité importante de production de l'information et d'investir dans des volumes d'informations très, très importantes. Donc, ce qui est important à avoir aussi en tête, c'est quoi? C'est que, comme on l'a dit au début, il faut absolument que on reste dans la logique du BCBS 239 qui nous demande de mettre en place des contrôles sur la qualité des données.
Et il faut voir que le projet qualité des données en banque actuellement, il était déjà critique, hein, parce que on avait effectivement tout le temps des difficultés à pouvoir réconcilier les données risques avec les données finances, etc. Et ce projet de data quality qui était déjà critique est passé à écarlate. Pourquoi? Parce que même si on avait déjà beaucoup de mal avec les données finances et risques, on avait quand même des bases contrats, on avait des bases tiers sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour pouvoir réconcilier les données. Et là, dans le cas de figure, on est dans une situation où on n'a pas forcément l'assurance de la donnée source sur laquelle s'appuyer pour pouvoir réconcilier. Donc, on est dans une situation beaucoup plus complexe parce que on n'a même pas parfois la donnée source. C'est-à-dire qu'avant même de savoir si une donnée est fiable, il faut déjà qu'elle existe. Et donc, la question même de l'existence de la donnée se pose. Donc, ça veut dire que plus que jamais, les solutions un peu quick win qu'on utilisait pour la qualité des données en banque, ce ne sera plus suffisant. Il va falloir vraiment qu'on bâtisse un vrai dispositif, une vraie stratégie de données. Autrement, on va créer énormément de bruit dans notre périmètre de données critiques parce qu'on va importer dans nos bases de données des données de qualité très médiocre et ça va créer de la disqualité générale sur tous nos reportings, sur toutes nos analyses. Donc, plus que jamais, la mise en place du dispositif BCBS 239 devient critique. Et voilà. Et effectivement, ça va devenir critique. Ce qu'il y a, effectivement, oui, n'hésitez pas à poser vos questions parce que comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai un problème de retour de son. Donc, j'entends pas forcément donc poser toutes les questions possibles dans le chat pendant le temps possible pour que je puisse répondre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement, dans la qualité des données, le BCB 239, on va nous demander à la fois de sécuriser les données sources, mais aussi de sécuriser les reporting qui servent à l'analyse risque. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir effectivement un challenge supplémentaire parce que comment garantir l'exactitude des données, comment garantir la complétude des données, comment garantir la rapidité et la disponibilité des données alors que parfois, pour la majorité des cas, ce sont des données qui n'existent pas et que le client pour lesquels on va faire cette sollicitation n'a pas forcément commencé à faire l'exercice. Donc ça crée de la difficulté supplémentaire. Et comment s'assurer que on est suffisamment au courant de toutes les évolutions sur les réglementations parce que les réglementations évoluent énormément. Si on prend par exemple la SFDR, elle est constamment en évolution. La CSRD aussi, les tableaux ont beaucoup évolué avant d'être stabilisés. La taxonomie, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir aussi être au courant des évolutions des templates supplémentaires, des métriques supplémentaires qui apparaissent ou qui disparaissent et qu'on soit aussi capable de pouvoir les suivre par rapport à ça. Donc, il y a un challenge à la fois sur la donnée source et aussi sur le reporting derrière à mettre en place. Et plus que jamais, la question de la gouvernance de données, de savoir finalement qui va être honneur d'une donnée ESG, qui prend la responsabilité de s'assurer de la qualité des données, comment on refait le data ownership à l'intérieur de la banque sur les données ESG, qui assume ça, c'est quelque chose qui va être absolument critique en fait. Est-ce que par rapport à tous ces éléments-là, est-ce que Yannick, peut-être, si tu as des points en plus à compléter, n'hésite pas. S'il y a des questions sur lesquelles je peux revenir éventuellement. Alors, pour les participants, donc on rentre dans la phase de questions additionnelles. Si vous avez des questions additionnelles sur tout ce qui vient d'être abordé. Donc, vous voyez, hein, cette problématique des données ESG est aujourd'hui au cœur de la structuration des banques autour de la modélisation de leurs risques ESG, avec des attentes du superviseur quand même relativement fortes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur bancaire est en train de se structurer. Il n'y a pas vraiment de benchmark. Le recours aux données externes n'est pas l'idéal puisque la couverture sur le portefeuille crédit est souvent très faible, hein, parce que ces fournisseurs de données ESG au final donnent assez peu de données sur les entreprises françaises et européennes, notamment bien sûr les entreprises de petite taille. Donc aujourd'hui on est sur la recherche de progrès.
Voilà. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Je vois que David est en train de d'écrire. Donc des questions vont arriver, je pense. Alors, est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Moi, vous m'entendez? Je regarde par rapport au chat s'il y a des questions sur lesquelles je peux éventuellement venir là-dessus. Donc, alors, Cédric dit, y a-t-il des exemples de KRI type à intégrer dans le RAF? Alors, effectivement, ça, c'est une bonne question. Donc, ce qu'on commence à voir dans le RAF, par exemple, comme nouvel indicateur, c'est par exemple le GAR, le Green Asset Ratio. Donc, le Green Asset Ratio qui donne en fait le pourcentage d'actifs verts du portefeuille. Donc, au numérateur, on a les actifs qui sont alignés à la taxonomie, les actifs qui sont alignés à la taxonomie, et au dénominateur, on a le bilan total quand on retire le trading book et les souverains. Donc, ça, c'est des indicateurs qui reviennent. On commence à avoir aussi le pourcentage d'exposition aux entreprises fossiles qui sont très brunes, le pourcentage d'exposition sur les entreprises qui sont les 20 entreprises les plus polluantes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui revient maintenant. On a aussi la part du DPE qui est supérieure à D. C'est des indicateurs qui commencent à revenir. On a aussi des limites de concentration géographique et sectorielle. Géographie dans les secteurs, les zones qui seront très impactées par le risque physique, et sectorielle dans les secteurs qui sont très impactés par la transition. Donc, il y a ces indicateurs-là qui commencent à émerger. Pour Nadine, pour les petites sociétés qui sont éligibles au reporting en 2022, est-ce qu'il est possible de saisir qu'un seul fournisseur? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas une prescription par rapport aux 4 approches là qu'on a vues. Est-ce qu'on fait des données clients ou des fournisseurs? Il n'y a pas une prescription aujourd'hui il faut absolument faire ça, ça ou ça. Donc, si par exemple, on a un fournisseur de données qui est capable de nous donner l'information parce que l'entreprise en question ne produit pas encore, oui, on peut le faire. On va justifier dans la démarche pourquoi on a eu recours au fournisseur. Mais par contre, dès lors qu'on va avoir la possibilité de pouvoir récupérer de la donnée réelle du client, il va falloir remplacer la donnée fournisseur par la donnée client. Mais oui, pour l'instant, il faut juste qu'on documente la source de données et le rationnel qu'on a mis derrière. Mohamed, la date de remise reporting ESG et CSRD pour les banques LSI. Alors, il y a des seuils, il y a un phasing en fait pour la CSRD. Il y a des seuils. Selon le seuil, on va être entre 2026, 2027. Parfois, on peut aller jusqu'en 2029 parce qu'il y a un report de date qui est possible. Donc, il faut voir par rapport à la taille de l'entreprise. Est-ce que tout le monde m'entend? Donc, Evelyne n'a pas l'air connectée. Est-ce que oui. Donc, je vais répondre peut-être à quelques questions. Donc, la question de Mohamed, quelle est la date de remise des reporting ESG et CSRD pour les banques less significant institutions? Donc, la CSRD va rentrer en vigueur, devrait rentrer en vigueur donc en 2025. Alors, c'est une directive, donc on attend effectivement la transposition dans les textes nationaux. Les Allemands traînent des pieds, très clairement. Donc, on voit bien que la mise en pratique, en tout cas la transposition dans les textes de loi nationaux de cette directive va se faire de manière hétérogène. Donc Evelyne était bien connectée, je ne la vois plus moi. Donc en fait les critères sont assez simples pour les entreprises soumises à la CSRD, que ce soit des entreprises financières ou non financières. On est sur un critère effectivement de taille de bilan ou sur un critère de chiffre d'affaires. D'ailleurs, ces seuils ont été relevés récemment, ce qui fait qu'au final, le nombre d'entreprises couvertes sera légèrement inférieur en ce qui concerne effectivement cette CSRD, même s'il y a encore des doutes sur la transposition dans les textes de loi nationaux, dans le sens où effectivement, il y a encore certains pays, notamment l'Allemagne, qui sont réticents pour l'instant sur la mise en œuvre de cette CSRD. Donc, on voit bien que l'application va se faire de manière relativement hétérogène en Europe. Donc, effectivement, sur les données CSRD, il y a aujourd'hui tout un tas d'outils qui permettent d'aller collecter les données CSRD. J'en parlais tout à l'heure, il y a tout un tas d'outils liés à l'intelligence artificielle, notamment à travers ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing, où effectivement le machine learning va permettre d'aller tout simplement collecter l'information à travers un dictionnaire de données et va permettre d'aller extraire les informations littéraires
et de les retranscrire sous forme quantitative. Donc ça, je vous ai donné un exemple tout à l'heure dans le chat, c'est notamment le projet Gaia, là, lancé par la Banque des règlements internationaux récemment, qui va dans ce sens-là, mais on a tout un tas de fintech aujourd'hui, ou tout un tas d'acteurs sur le marché qui proposent ce type de service. Mohamed, je vois que vous êtes en train d'écrire. Je ne sais pas si Evelyne est connectée toujours ou pas du tout. Oui, je suis Moi, je ne la vois pas. On me dit qu'il y a un problème effectivement de connexion au niveau du serveur. Je suis connectée, mais désolé. Donc moi, j'ai un problème de mon côté. Je ne te vois plus, Evelyne. Je ne t'entends plus. Donc voilà, je pense qu'il est temps de mettre fin. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, de mettre fin donc à ce webinaire. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Vous voyez qu'effectivement, alors il y a une question de Mohamed sur la prise en compte des risques ESG dans les SREP. Aujourd'hui, c'est vrai que je laisse peut-être Evelyne répondre. Moi, je ne l'entends pas, donc je laisse Evelyne répondre. Voilà, Evelyne, je te laisse répondre et puis je clôturerai juste après. Voilà. Je reprends à Mohamed, effectivement. Donc, ça fait partie de la CRD6 qui va finalement aussi intégrer le l'ESG dans le dispositif du SREP, finalement, pour toutes les banques. Après, il y aura bien sûr le principe de proportionnalité, mais sinon, le principe est acquis. Et on va avoir un webinaire, justement, le 7 novembre pour parler de cela. Donc, pour info, donc on a un webinaire sur l'intégration de l'ESG dans le pilier 1, 2 et 3 le 7 novembre avec Jean-François. Et on va aussi, pour ceux qui ont des questions sur la CSRD, on reviendra avec Fabienne le 6 décembre pour parler de la CSRD. Je redonne la main à Yannick. Merci beaucoup, Evelyne. Je ne t'ai pas entendu, désolé, puisque ça ne fonctionne pas. Je ne te vois pas, je ne t'entends plus. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour votre participation. Encore désolé pour ces petits problèmes techniques qui sont indépendants de notre volonté. N'hésitez pas surtout à visiter la page de l'AFGES. On a lancé récemment un certificat ESG, donc où on propose tout un tas de formations effectivement spécialisées sur tout un tas de points qui et de thématiques qui viennent accompagner les problématiques aujourd'hui de risque ESG, de finances durables, de greenwashing, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter la page de l'AFGES pour voir effectivement ce que l'on propose comme formation sur ce sujet. Et au plaisir de vous retrouver peut-être bientôt en formation autour effectivement de cette question des risques climatiques, des risques ESG au sens plus large du thème. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite à tous une très belle soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Et je rappelle, vous allez recevoir un mail avec l'enregistrement de l'événement et vous retrouverez également effectivement l'enregistrement sur la page de l'AFGES dans l'onglet Actualité. Merci à tous et très belle soirée. Je clôture l'événement et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Merci Evelyne et à très bientôt. Au revoir.